Souhaite la bienvenue à notre webinaire aujourd'hui sur le thème matériaux et environnement. Les webinaires sont organisés par la Fédération française des matériaux en partenariat avec l'Association française pour l'avancement des sciences. Et c'est Daniel Neuville qui en assure la coordination. Alors, les thèmes des webinaires correspondent à ceux des colloques de la prochaine conférence matériaux qui aura lieu à Grenoble en novembre 2026 et l'appel à communication a été prolongé jusqu'au 7 mai. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux orateurs, Anne Boss et Audrey Hertz. Alors, si nous avons le temps, nous prendrons quelques questions que vous voudrez bien poser dans le chat. Et puis, je rappelle que les webinaires sont enregistrés et que vous pouvez les réécouter sur les sites de la FFM et de la FAS. Je vais dire quelques mots de présentation pour notre première oratrice, Anne Boss. Anne Boss est enseignante-chercheur à l'École européenne de chimie polymère matériaux de l'Université de Strasbourg. Elle exerce ses activités de recherche au sein de l'équipe Reconnaissance et procédés de séparation moléculaire de l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien. Ses travaux portent notamment sur le développement de supports solides pour l'extraction des métaux dans le cadre de l'économie circulaire ou de la dépollution. Elle s'intéresse en particulier aux silices mésoporeuses, qui sont des matériaux à porosité élevée et organisée, ce qui facilite les échanges avec les milieux aqueux. Par l'étude des mécanismes réactionnels, elle montre que les espèces formées au sein des matériaux au cours de l'extraction peuvent être particulièrement complexes et dépendent du mode de fonctionnalisation. Plus récemment, son équipe étudie différentes voies de mise en forme des silices avec des biopolymères ou des liants pour une utilisation en milieu réel ou dans des systèmes continus. Enfin, elle est directrice d'une plateforme analytique des inorganiques. Aujourd'hui, Anne Boss nous présente des matériaux pour l'élimination des polluants métalliques et le recyclage des métaux. Voilà, tu as la parole. Merci à vous. Donc effectivement, je vais vous parler un peu de ce qui se fait actuellement sur les matériaux pour l'élimination des polluants métalliques et le recyclage des métaux. Je vais déjà présenter un petit peu notre équipe. Donc je fais partie de l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien, qui est un institut donc pluridisciplinaire avec des physiciens, des biologistes et des chimistes. Et ces chimistes s'intéressent plus particulièrement à tout ce qui est sciences pour l'analyse ou dans notre équipe développe des procédés innovants pour l'extraction des métaux lourds ou des métaux stratégiques avec différentes compétences au sein de l'équipe, avec des collègues qui développent plutôt des procédés membranaires, d'autres qui sont vraiment spécialistes de la caractérisation des interactions ioniques entre un ligand et un ion. Personnellement, moi, je m'intéresse effectivement plutôt à la synthèse des matériaux et j'ai une collègue avec qui je travaille avec beaucoup de proximité, Caroline Bertagnoli, qui développe plus les études de ces échanges en système continu. Voilà, alors la problématique pour les métaux, les problématiques sont liées à plusieurs raisons, des problèmes déjà économiques, hein, parce que actuellement, ben, il y a une augmentation de la demande qui continue, et puis une diminution des réserves aussi, avec l'Union européenne qui a identifié une grande dépendance vis-à-vis d'autres pays producteurs, notamment la Chine, par exemple, pour un grand nombre de métaux. On est très dépendant de ce pays, comme de la Russie, par exemple, pour le palladium. Et puis, certains pays ont des monopoles, comme le Congo, qui produit à peu près 68% du cobalt mondial. Il y a aussi une augmentation effectivement de la demande et on voit que la demande en nickel, par exemple, va être multipliée par 70 d'ici 2030, entre 2017 et 2030. Et donc, on peut s'interroger sur effectivement notre possibilité à répondre à ces ressources primaires, à répondre à la demande. Et donc, a priori que les productions actuelles ne permettront de fournir que 70% de la demande en cuivre. Et pour la et pour il y a mon écran. Et pour le lithium, effectivement, actuellement, les productions actuelles ne fournissent que 50% de la consommation qui sera requise en 2030.
Il y a aussi des raisons éthiques à cette problématique, avec à chaque fois qu'on fait d'extraction minière, ça libère des métaux lourds en même temps que le métal d'intérêt, et donc, ça contribue à la contamination de l'eau et de l'air ambiant, et ça va effectivement pose des problèmes de santé pour les populations qui vivent dans ces environnements-là. Et puis aussi, bon, on en entend beaucoup parler aussi, hein, c'est que cette exploitation minière a recours au travail des enfants et on évalue et certainement sous-estime en fait le nombre d'enfants qui travaillent dans les mines artisanales à 40 000 uniquement en République démocratique du Congo pour extraire le cobalt. D'autres problématiques, bien sûr, les raisons environnementales dont on a déjà parlé, avec cette contamination par les métaux autour des sites de ces ressources primaires de minerais, de ces minerais, donc avec des éléments non biodégradables que sont les métaux et qui peuvent s'accumuler dans notre environnement et aussi se bioaccumuler dans nos organismes. Et également, c'est effectivement cette extraction minière à partir de ressources primaires, elle a également des impacts elle a des impacts sur l'environnement, avec à chaque fois qu'on utilise nos nouvelles technologies comme le smartphone par exemple, eh bien, on évalue à plus de 40% la quantité de métaux en poids que contient notre smartphone. Et donc, pour produire ces métaux, eh bien, on a besoin d'extraire des roches. Et pour 1 kilogramme de vanadium, eh bien, il faut extraire 8 tonnes de roches. Donc, ça conduit effectivement à des grands déplacements de matériaux et donc grandes émissions de polluants. Et donc, pour un smartphone, rien que pour un smartphone, il faut manipuler à peu près 200 kilogrammes de minerais pour produire la quantité de métaux qui sont présents dans notre smartphone. Et aussi, alors c'est un impact sur ces émissions de poussière et de métaux contaminants, et ça utilise aussi également beaucoup d'eau. Pour extraire tonne de lithium, il faut à peu près 22 000 mètres cubes d'eau. C'est vrai aussi donc pour le lithium, pour les métaux qui sont dans nos smartphones. C'est vrai également pour les voitures avec des moteurs qui contiennent des terres rares, hein, du néodyme par exemple. Eh bien, pour produire ce néodyme, il faut, pour avoir à peu près 0,27 grammes de néodyme pour sa voiture, il faut 31 kilos de minerai. La réponse de l'Union européenne à cette problématique, ça a été de rédiger le Critical Raw Materials Act qui donne des objectifs à l'Union européenne vis-à-vis de son approvisionnement en métaux. Et pour les métaux dits stratégiques, il va falloir que l'Union européenne puisse extraire au sein même de son territoire 10% de sa consommation annuelle, on travaille ces métaux à hauteur de 40% de notre consommation et qu'on recycle à peu près 25% de notre consommation annuelle en métaux. Voilà. Avec, si possible, une dépendance au maximum à hauteur de 65% pour notre approvisionnement vis-à-vis des produits des pays extérieurs à l'Union européenne. Ça, c'est pour la problématique de l'approvisionnement. Pour la problématique de la contamination dans l'environnement, la France, par exemple, hein, l'Europe aussi, hein, fixe des valeurs limites d'émissions. Pour la France, il faut effectivement que toutes les installations classées pour l'environnement, donc quasiment tous les sites industriels français, ou même industriels, ou enfin tous ceux qui stockent des matières premières ou qui peuvent éventuellement euh, polluer l'environnement, ont des valeurs limites d'émissions vers l'eau qui sont fixées et qui sont de plus en plus basses. Et par exemple, si on prend le cuivre, si l'entreprise émet plus de 5 grammes de cuivre par jour, il faut que la teneur maximale en cuivre dans l'eau
rejetés soient de 0,15 mg par litre uniquement. Donc ça fait quand même 150 ppm de cuivre au maximum. Ça, c'est pour le cuivre. Pour d'autres métaux plus toxiques, comme le cadmium, c'est 25 microgrammes par litre, quelle que soit la quantité émise dans une journée. Donc tout ça fait qu'effectivement, il va falloir envisager le recyclage des métaux pour limiter la dépendance vis-à-vis des pays extérieurs. Et donc l'Union européenne met à jour régulièrement une liste de ces métaux, de ces matières premières considérées comme critiques pour certaines, 34 matières premières hein, actuellement, et parmi elles, 17 sont des matières premières stratégiques qui sont vraiment nécessaires pour la sécurité économique ou défensive de nos pays. Et donc, ces métaux sont de nature très diverse, hein. Il y a le lithium pour les alcalins, mais on a également des métaux de transition et des métalloïdes. Et évidemment, les fameuses terres rares qu'on retrouve dans les batteries ou les moteurs surtout de nos voitures électriques, dans tous les déchets électriques et de l'électronique. Après, on a également les métaux précieux qu'on va retrouver parfois dans les effluents de l'industrie horlogère, joaillère, mais également dans les pots catalytiques. Et puis à cette problématique de recyclage s'ajoutent effectivement tous les métaux qui peuvent être rejetés dans l'environnement, qui peuvent être particulièrement toxiques, comme tous les métaux lourds, le cadmium, le mercure, le plomb, l'arsenic. Donc les métaux qui sont limités par, la réglementation française et européenne. Voilà. Et puis il y a également la problématique des déchets nucléaires qu'il faut pouvoir traiter également. Alors, pour quel procédé mettre en œuvre pour ce recyclage, pour cette récupération des métaux? Ben, pour le recyclage, il y a les procédés de la pyrométallurgie ou de l'hydrométallurgie, notamment les procédés qui mettent en œuvre de la précipitation au plus possible sélective d'un élément chimique pour pouvoir le récupérer. Il y a l'extraction liquide-liquide qui met en œuvre, elle, des solvants organiques qui peuvent être toxiques, volatiles. Il y a également les systèmes par flottation et les systèmes par coagulation et flocculation. Mais ces systèmes sont des procédés qui sont plutôt peu efficaces lorsqu'on traite des effluents à faible concentration. Or, comme le montrent les valeurs limites, il faut pouvoir atteindre des concentrations, enfin vraiment abaisser les teneurs dans les effluents à des valeurs très basses, inférieures pour la plupart à 0,1 mg par litre. Donc pour ces gammes de concentration, il y a des procédés qui sont particulièrement adaptés, qui sont les procédés par adsorption ou par échange d'ions, qui sont effectivement bien adaptés à cette récupération pour les traces, qui permettent, si on a fait un choix d'adsorbant et si on a un procédé qui est bien développé, la régénération de l'adsorbant, donc qui permettent de l'utiliser plusieurs fois, et puis qui est quand même relativement simple à mettre en œuvre. Alors sur le graphique ici, on voit effectivement l'augmentation de tous ces, de toutes les recherches qui se font autour de ces procédés par échange d'ions ou par adsorption. On voit qu'effectivement, le nombre d'articles est toujours en augmentation. Alors, comment mettre en œuvre ces procédés d'adsorption? Bah, ça peut se faire soit avec des études en batch ou des études ou des procédés en batch, soit des procédés en continu. Quand on utilise l'adsorbant ou le système pour l'échange d'ions en mode batch, eh bien, on va mettre l'adsorbant en contact sous agitation avec l'effluent et ensuite procéder à une décantation pour pouvoir récupérer la phase surnageante et étudier ou mesurer les capacités
du matériau étudié ou utilisé, qui vont dépendre de la concentration initiale qu'il y avait en solution et qui va s'établir à une certaine concentration à équilibre après le contact. Et donc, on va pouvoir tracer des isothermes d'adsorption avec la capacité en ordonnée et puis la concentration à l'équilibre en abscisse. Et donc, pour ces isothermes d'adsorption, on peut utiliser après des modèles de Langmuir, des modèles BET, Dubinin-Raduskevich pour pouvoir mesurer ou en tout cas comparer des adsorbants entre eux, des systèmes entre eux. Quand on utilise l'adsorbant en continu, eh bien, l'effluent va traverser le lit de l'adsorbant, qui est fixé dans un système en colonne plutôt, et on va pouvoir regarder quelle est la concentration à la sortie après contact, après que l'effluent ait traversé ce lit d'adsorbant. Et donc, pour étudier et pour surveiller ces procédés en continu, on va pouvoir tracer ce qu'on appelle des courbes de percée, où en fonction du temps ou du volume d'effluent qui a circulé à un certain débit dans le lit d'adsorbant, on va pouvoir tracer donc cette courbe en fonction du temps euh, et avec la concentration relative à la concentration d'entrée en ordonnée. Et donc, on pourra déterminer la concentration, le volume ou la durée pendant laquelle on peut utiliser le système jusqu'à un certain point de rupture où la concentration en sortie dépasse une valeur seuil que l'on peut se fixer selon la réglementation, par exemple. Et puis également, un point caractéristique va être le point de saturation pour pouvoir déterminer quelle quantité, quelle capacité finalement le matériau, l'adsorbant a dans les conditions d'utilisation de la colonne en continu. Alors, quelles propriétés vont être recherchées pour pouvoir obtenir un bon adsorbant? Ben, ils sont de plusieurs natures. Donc, un adsorbant se caractérise par souvent un matériau qui va avoir une certaine porosité de façon à développer de la surface pour pouvoir favoriser l'échange entre la phase liquide et la phase solide et l'adsorbant. Et donc cet adsorbant doit avoir une porosité suffisante pour offrir une bonne capacité par la suite. Mais cette porosité ne va pas se caractériser uniquement par le volume poreux du matériau, mais également par sa surface spécifique, donc la surface en mètres carrés par gramme que peut développer le support, et puis également par la taille des pores qui peuvent éventuellement servir à faire de la filtration en fonction de la taille du composé que l'on veut retenir et que l'on veut séparer d'autres composés. Il va falloir aussi qu'il possède une certaine granulométrie qui soit adaptée au dimensionnement du procédé. Donc, en général, pour ces procédés en continu, bah, ça va être une granulométrie, donc une taille des grains d'adsorbant qui doit être, si possible, de l'ordre du millimètre, pour pouvoir utiliser des colonnes de taille conséquente. Après, tout dépend des volumes à traiter, effectivement. Euh, Évidemment, il faudra qu'il ait une bonne capacité d'absorption, la plus élevée possible. Et puis ensuite viennent des critères, d'autres critères comme la sélectivité de cet absorbant pour le composé cible, qui peut être une sélectivité très unique pour un élément, très, très forte pour un seul élément, ou une sélectivité qui peut cibler une famille de métaux, comme par exemple la totalité des métaux lourds. Tout va dépendre de l'application à nouveau que l'on recherche. Et puis, il y a également la cinétique avec laquelle va se faire l'absorption qui va être importante. Bien sûr, il faut une cinétique la plus élevée possible pour avoir un procédé le plus efficace possible. Ce qui va compter ensuite, c'est aussi la régénérabilité du matériau. Si on peut faire des cycles d'absorption et de désorption
sans perdre les capacités d'absorption initiales. C'est également ce qui est à prendre en compte, c'est la disponibilité des matériaux, des réactifs nécessaires à sa fabrication. Et bien sûr, ben, de tout ça va dépendre, la régénérabilité et la disponibilité vont conduire à un coût plus ou moins élevé de production de cet adsorbant. Et dans ce coût et de cette régénérabilité et de cette durée de vie d'utilisation aussi va être liée également à l'inertie chimique du matériau et à sa résistance mécanique également. Voilà. Et puis ensuite, bah, effectivement, de pouvoir utiliser des matériaux plus durables pour sa fabrication est toujours un plus dans un objectif environnemental. Effectivement, si c'est produire un matériau qui demande des matières premières coûteuses pour l'environnement, pourrait être contre-productif et contrecarrer en fait les objectifs initiaux de dépollution de l'environnement. Alors, je vais d'abord présenter quelques adsorbants conventionnels qui sont très connus et très utilisés dans l'industrie. Bien sûr, il y a le charbon actif, hein, qui est le matériau, un des plus utilisés pour la purification de l'eau et de l'air également, euh, le traitement des fluents industriels, etc., avec des surfaces spécifiques qui peuvent être très élevées, ça va de 600 à 2500 mètres carrés par gramme. Alors, c'est un matériau qui est produit bah, soit à partir de houille ou de lignite, par exemple, mais également de plus en plus à partir de matériaux d'origine naturelle, d'origine végétale, comme les noix de coco. Voilà. Et ensuite, alors, c'est un procédé de fabrication qui est un peu coûteux en énergie, puisqu'il faut faire des calcinations entre 400 et 600 degrés sous l'atmosphère inerte, bien sûr, et puis parfois des traitements d'oxydation qui peuvent exiger des températures encore plus hautes. Ensuite, ben, ces charbons actifs peuvent être mis en œuvre soit directement sous forme de poudre, donc ce qui démontre qu'on peut effectivement utiliser aussi des matériaux micrométriques au niveau de leur granulométrie et ça s'est mis en œuvre dans certaines stations d'épuration pour le traitement des eaux usées, en ajoutant le charbon actif directement à l'eau brute, qui va ensuite être décanté en même temps que les boues dans un décanteur. Donc avec cette taille de grain, effectivement, ça augmente les cinétiques d'échange entre l'eau à traiter et le solide, et c'est très peu coûteux, c'est moins coûteux. Mais par contre, effectivement, ensuite, le charbon actif utilisé est perdu puisqu'il se retrouve dans les boues des stations d'épuration. Mais la plupart du temps, il est utilisé plutôt en grains avec des granulométries de l'ordre du millimètre, pardon, et utilisé également ben, pour les traitements de finition des eaux usées, pour la production d'eau ultra pure. Et c'est utilisé donc en lit filtrant, voilà, avec éventuellement une régénération à la vapeur ou thermique possible pour certains polluants. Mais les sélectivités du charbon actif sont plutôt orientées vers les molécules plutôt apolaires, comme les hydrocarbures, des molécules de type détergents, pesticides, etc. Il a des propriétés aussi réductrices, donc ça permet également de détruire l'hypochlorite de sodium qui est ajouté pour la stérilisation des eaux et des oxydants, comme le permanganate. Et il retient en partie, grâce à des groupements carboxyliques qui sont présents sur sa surface, il peut retenir certains métaux avec des affinités plus ou moins élevées en fonction du métal. Mais ce matériau présente tout de même des capacités relativement faibles pour les métaux. Alors,
Pour récapituler, les charbons actifs, c'est des composés qui sont très implantés dans l'industrie, mise en œuvre qui est assez facile et un coût raisonnable. Mais on voit aussi qu'avec la pollution de l'air et de l'eau qui augmente un peu partout, ben, il y a des besoins de plus en plus élevés. Et donc là, c'est une projection jusqu'en 2032 de la demande en charbon actif qui va encore croître. Et puis effectivement, il a une sélectivité quasi inexistante, des quasi faibles et une recyclabilité très limitée. Après, vous avez les résines échangeuses d'ions, avec les résines polymériques de type polystyrène, divinylbenzène, polyacrylique aussi, avec des granulométries variables, avec des structures poreuses, micro, mésoporeuses ou macroporeuses, et qui sont fonctionnalisées pour apporter une certaine affinité pour les métaux, avec ben, les résines échangeuses cationiques fortes, avec des groupements sulfonates, plus faibles avec les groupements carboxyliques, des groupements échangeuses d'anions fortes avec les amines quaternaires, et puis plus faibles avec des amines tertiaires, avec des marques comme Amberlite, par exemple, et Do X8, les pas Purolite, etc., qui sont très utilisés dans l'industrie, effectivement. Et puis, vous avez aussi des résines échangeuses d'ions qui peuvent être plutôt complexantes, avec des groupements greffés comme l'acide diminoacétique, le l'imino diacétique acide, pardon, voilà, etc. Donc des différents groupements chimiques qui permettent d'adapter un peu mieux la sélectivité, mais qui augmentent tout de suite le coût de la résine par rapport aux résines plus classiques présentées avant l'échange de ions. Vous avez aussi des résines polymériques qui sont simplement imprégnées et non pas greffées. Donc ça, ce sont les résines de Triskem, iChrome, qui peuvent avoir imprégné la phase poreuse, la partie poreuse de la résine, par différents types de ligands. Et vous avez tout un catalogue de résines adaptées à l'application recherchée. Donc là, par exemple, une imprégnation avec un calixarène éther couronne qui permet de retenir le plomb, le strontium et le calcium. Voilà. Et donc, en fonction ben, de la résine, les sélectivités vont être variables, mais aussi relativement limitées. Et puis, donc, ces résines, eh ben, effectivement, elles ont aussi comme inconvénient d'avoir une faible inertie chimique. Elles peuvent s'oxyder. Parfois, pour certains produits, elles ne sont pas recyclables. Et donc, la façon de récupérer le métal, c'est de la calciner. Il y a des problèmes de gonflement et de réfraction à l'usage aussi de la résine. Donc, il y a toujours de la recherche qui est nécessaire pour trouver des adsorbants un peu moins conventionnels, plus innovants, pour remplacer. Donc là, ces recherches de développement de nouveaux absorbants, bah, ça demande des connaissances pluridisciplinaires très variées, avec la nécessité de caractériser le matériau, d'étudier les propriétés d'absorption, d'essayer de déterminer quels sont les mécanismes qui rentrent en jeu avec les techniques de caractérisation et d'autres, les études d'isothermes, de courbes de Persée, d'interférences, etc. Et puis des problématiques également de mise en forme. Voilà. Et donc, pour rapidement, je vais présenter, ben, il y a, comme nouveaux matériaux, il y a les bioadsorbants avec des biochars, des matériaux qui ressemblent beaucoup au charbon actif, mais qui sont moins poreux, et des bioadsorbants qui peuvent utiliser de la biomasse bactérienne ou des biopolymères comme l'alginate, par exemple, avec des sélectivités quasiment inexistantes et une faible inertie chimique également. Vous avez les éolites naturelles déjà, et également des éolites synthétiques, mais là je vais laisser la personne qui me succède qui en parlera beaucoup plus en détail. Vous avez aussi des hydroxydes de fer qui peuvent être utilisés pour éliminer par exemple l'arsenic 5. Vous avez beaucoup de travaux qui se font avec les MOF. Là, par exemple, un MOF qui est synthétisé et qui permet la récupération de métaux précieux avec des synthèses relativement simples
et qui permettent d'obtenir des matériaux avec des très grandes surfaces spécifiques, 1500 mètres carrés par gramme, 1000 mètres carrés par gramme. Ce sont des matériaux qui sont microporeux, avec des granulométries quand même très faibles. Et cet exemple ici est un matériau qui reste stable en milieu même acide chlorhydrique 0,1 M, qui est le milieu dans lequel on va pouvoir récupérer eh bien, le palladium, le platine et l'or, par exemple. Et donc, les mécanismes ont été étudiés. Euh, il y a une bonne sélectivité vis-à-vis des métaux précieux, euh, parce que le matériau ne piège pas les métaux de transition, par exemple, et il peut être régénéré. Mais par contre, il y a réduction de l'or 3 initial en or 0 qui se dépose dans le milieu. Et donc après, comment séparer effectivement cet or au degré d'oxydation 0 du solide de l'adsorbant. Voilà, donc ces matériaux, il y a aussi des inconvénients. Il y a les hydroxydes doubles lamellaires qui font aussi l'objet de pas mal d'études avec, je vais citer notamment, alors ce sont des structures cristallines de type brucite avec des feuillets d'octaèdres de magnésium, dans lequel une partie du magnésium est remplacée par de la L3+, par exemple, un cation trivalent. Et dans ce matériau ici, de mon exemple, le magnésium peut être remplacé également par des octaèdres de lithium, dont le centre est occupé par le lithium. Et donc, ces modifications de la charge du cation dans l'octaèdre créent une charge positive en excès dans les couches octaédriques, ce qui permet qui vont être neutralisées, ces charges positives vont être neutralisées par des ions négatifs qui vont être dans les espaces interfeuillets. Et donc, on a donc un échangeur d'anions avec ce type de matériaux. Et là, il y a un projet donc, qui s'est fait euh, en France, en Alsace même, hein, dans lequel ce matériau est utilisé pour la récupération du lithium à partir de saumure de lithium issus de la géothermie qui est produite en Alsace, dans lequel le matériau est utilisé effectivement pour récupérer le lithium en créant au départ un déficit, en fait, des lacunes de lithium dans le matériau initial, ce qui va permettre de piéger à nouveau le lithium. Et avec une sélectivité très élevée vis-à-vis du magnésium, du sodium, du potassium et du calcium, qui sont les autres cations présents en très forte quantité, alors que le lithium, lui, est en trace en très forte quantité dans ses saumures. Et donc, il y a un site de production dans le Bas-Rhin qui va pouvoir produire jusqu'à 15 kilotonnes par an de lithium en 2031, qui met en œuvre ce matériau. Et donc, il y a encore des financements européens pour développer ces installations. Voilà, donc tous ces matériaux ont chacun leurs inconvénients et leurs avantages. Il y a également, j'en ai pas trop, je ne l'ai pas évoqué jusque-là, mais il y a également les silices qui font l'objet d'études comme matériaux absorbants ou pour greffer ou imprégner par des molécules complexantes avec un matériau qui est déjà très, très utilisé comme phase stationnaire dans la chromatographie liquide, et qui est apprécié du fait qu'elle a une surface plutôt hydrophile, qui offre une bonne mouillabilité avec tous les effluents aqueux, matériau qui n'est pas toxique, avec des silanols en surface qui peuvent être greffés pour accrocher des fonctions complexantes qui vont apporter de la sélectivité et de la capacité. Mais par contre, effectivement, ce matériau ne peut pas être utilisé en milieu basique. Voilà, donc là, c'est un exemple de silice qui a été imprégné par des liquides ioniques pour pouvoir extraire aussi des lanthanides dans cette application ici. Ça permet.
Et il y a également, parmi les silices, il y a les silices qui sont mésostructurés. Donc ça, c'est le matériau que j'affectionne particulièrement parce que c'est une synthèse de ces matériaux qui est relativement facile à mettre en œuvre par voie sol-gel autour de micelles à basse température, jusqu'à voilà, 80 degrés suffit. Et puis, sauf que si on garde le tensioactif, bien sûr, si on veut libérer la porosité du tensioactif qui sert à construire la porosité, si on veut libérer cette porosité, il faut calciner effectivement le matériau à 500 degrés ou le laver avec des solvants qui permettent d'éliminer le tensioactif. Et avec ces synthèses, on obtient des silices mésostructurés de type MCM41, SBA15 et autres matériaux mésostructurés, avec donc une porosité très bien organisée et donc une faible tortuosité, des volumes poreux très élevés, 1 cm3 par gramme, des surfaces spécifiques de l'ordre de 1000 m² par gramme aussi, des tailles de pores 2-3 nanomètres, voire 12-20 nanomètres, ça dépend un petit peu du tensioactif utilisé, une surface qui reste hydrophile et un matériau non toxique, mais avec une granulométrie un peu faible de l'ordre de 1 à 2 microns. Voilà, donc pour apporter de la capacité et de la sélectivité, là aussi, il faut effectivement euh, modifier, fonctionnaliser le solide par un agent d'extraction qui va cibler un ou plusieurs éléments. Et donc, nous, au laboratoire, on étudie plusieurs modes de fonctionnalisation du dopage en ajoutant au moment de la synthèse de la silice la molécule complexante dans le tensioactif. Et donc, la molécule complexante se retrouve euh, immobilisée dans le solide, dans la micelle de l'adsorbant. On peut faire aussi, après avoir libéré la porosité, remplir la porosité par les molécules complexantes, ou on peut également envisager le greffage. Alors, rapidement, quelques exemples de ce que l'on a pu étudier, appliquer ces matériaux-là à la séparation des lanthanides avec des études donc en batch, avec un ligand de type euh, pyrazolone qui peut avoir plusieurs conformations, hein, une seule tête complexante ou alors deux têtes complexantes reliées par une chaîne. On peut même ajouter un agent de synergie qui va aider à la solubilisation, à l'extraction du métal vers le solide, comme la TPTZ par exemple. Et puis dans le matériau, on a toujours le tensioactif avec, en l'occurrence, le CTAB, le cétyl triméthylammonium bromure. Et donc, on a appliqué ce matériau à la séparation des lanthanides, donc étudié l'extraction par exemple, de l'europium et réussi à déterminer avec des études mécanistiques la stoichiométrie du complexe qui se forme. Donc là, on voit qu'on a, avec ce matériau-là, on a un ligand et, et six tensioactifs, ouais. Et que ça dépend de la teneur en métal que l'on a dans la solution. On peut voir une certaine sélectivité entre le lantane, l'europium et le lutécium. Donc le lantane, une terre rare légère, l'europium, une terre rare moyenne et le lutécium, une terre rare lourde, qui dépend aussi du type de ligand utilisé, cette sélectivité, et des espèces qui peuvent se former dans la structure qui peuvent être très différentes. euh, en fonction du ligand utilisé et de l'ajout ou pas de l'agent de synergie. Et donc, par exemple, ici, euh, on voit qu'on peut former des espèces où on a le lanthanide entouré de deux molécules de pyrazolone, de bispyrazolone.
Voilà, avec des pH de demi-extraction qui vont être variables selon la structure, selon la composition du matériau. On a également, alors, pour donner encore un petit aperçu rapide, cette fois travaillé avec des SBA15, donc avec une porosité un peu plus grande, pour greffer du glutathion, là, pour cibler plutôt tout ce qui est métaux lourds pour des objectifs de dépollution dans l'environnement. Et donc en utilisant un peu des ligands inspirés par la nature, comme le glutathion. Le glutathion, c'est une molécule qui est très utilisée par les plantes sous forme de polymère de glutathion sur les phytokératines pour piéger les métaux lourds. Vous Voilà, donc on a pourriez greffé ces matériaux. conclure assez rapidement. Oui, oui, tout à fait. Voilà, je vais juste ensuite, donc ces matériaux piègent de façon assez efficace les métaux lourds, le plomb notamment et le cadmium. Et ensuite, ben, effectivement, depuis quelque temps, là, on s'intéresse aussi à la mise en forme de ces silices qui sont trop micrométriques pour pouvoir être utilisés en continu. Donc là, on a fait des essais en les immobilisant dans un biopolymère, donc d'alginate, voilà, avec différentes structures en fonction de la composition aussi des proportions. Et on a également fait des mises en forme en utilisant un liant, comme la bentonite, pour obtenir également des billes de silice, bentonite, un mélange silice-bentonite. Et on a appliqué ce matériau imprégné par du sulfure de dioxyde à l'extraction du palladium au sein d'effluents industriels réels qui montrent qu'on retient parfaitement bien le palladium, alors que tous les autres métaux qui sont présents en beaucoup plus forte concentration ne sont pas retenus. Donc on a un matériau qui est très sélectif et avec une capacité tout à fait intéressante pour les métaux précieux. Et effectivement, ce matériau est régénérable puisqu'on arrive à éluer le palladium et à l'utiliser sur plusieurs cycles. Voilà. Donc, en conclusion, on voit qu'il y a une très grande diversité de problématiques auxquelles les matériaux doivent répondre. Pour ça, il y a aussi une très grande diversité de matériaux qui peuvent être étudiés. Beaucoup de matériaux sont obtenus à l'échelle nanométrique. Ça peut être une problématique parce que pour les mettre en mode continu, il faut réfléchir à leur mise en forme, qui peuvent être très variées aussi, hein. Et puis, bien sûr, ben, il faut garder en tête c'est la recherche de la durabilité, d'avoir des matériaux plutôt verts avec des coûts les plus bas possibles et qui soient, bien sûr, les plus efficaces possibles. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé très complet qui situe très bien les besoins et puis tous les moyens qui sont mis en œuvre pour éliminer les métaux. Bon, on n'a pas le temps pour des questions, malheureusement. Désolée, Nous j'étais un avons peu. dépassé, je suis désolée. Non, non, ben, je Je vais- comprends. C'est moi qui suis Voilà, un peu. merci.